Bonsoir, bienvenue à notre séance numéro 1 d'explorer les sens. Aujourd'hui, on va faire une introduction au système sensoriel. Mon nom est Véronique Chiasson, je suis ergothérapeute enregistrée en Ontario et je travaille en pratique privée dans la région d'Ottawa et aussi je suis une des directrices cliniques pour les services francophones avec Quick Start Early Years. Donc, bienvenue. Ce soir, on va discuter des sens, mais avant que je commence, je vais vous demander si vous avez des questions à n'importe quel moment pendant la présentation, gênez-vous pas, s'il vous plaît, allez les mettre dans la petite boîte questions-réponses. Puis ensuite, à la fin de la présentation, je vais revenir et je vais répondre à vos questions. Donc, à n'importe quel moment, vous pouvez mettre vos questions dans cette boîte-là. Donc, un aperçu de ce qu'on va voir ensemble ce soir. On va parler de pourquoi le développement sensoriel est important. Qu'est-ce que l'intégration sensorielle et le traitement sensoriel? Ensuite, on va parler du développement sensoriel et l'autisme. Et ensuite, on va regarder le développement sensoriel et notre environnement, donc ce qu'il y a autour de nous, et certains des défis sensoriels que l'on peut avoir comme personne ou que nos enfants pourraient aussi avoir. Donc, imaginez-vous, là, je vais vous mettre, je vais faire une petite mise en situation. On va mettre une image aussi. Imaginez-vous sur cette plage déserte, il n'y a personne. Je veux que vous essayiez de vous visualiser là. Et qu'est-ce que vous pourriez voir? Est-ce que vous voyez de l'eau, du sable, des bateaux, des arbres? Qu'est-ce que vous entendez? Est-ce que vous entendez les vagues qui viennent frapper la plage? Est-ce que vous entendez les chants des oiseaux dans le ciel? Est-ce que vous entendez peut-être le vent dans les arbres, dans les feuilles? Est-ce que vous sentez l'eau au niveau de sentir là, une odeur salée, peut-être une odeur de poisson potentiellement ou une odeur terreuse du sable? Une autre chose que je veux que vous pensiez, est-ce que vous sentez sur votre peau le sable entre vos orteils, peut-être la brise sur votre visage? Puis aussi, d'un autre côté, on va regarder notre corps. Où est-ce qu'on est placé sur la plage? Est-ce que vous êtes assis? Est-ce que vous êtes couché sur une serviette? En pensant à toutes ces différentes expériences sensorielles-là, comment est-ce que vous pouvez vous sentir au niveau de vos émotions? Est-ce que vous vous sentez calme, détendu, plutôt endormi? Est-ce que le sable est collant? Est-ce que ça pique? Avez-vous trop chaud? Moi, je sais que souvent sur la plage, je vais avoir trop chaud. Est-ce que le soleil est trop fort pour vos yeux? Les oiseaux sont trop bruyants? Par rapport à ces sensations-là, ces émotions-là, comment est-ce que vous allez vous comporter? Est-ce que vous allez rester assis tranquillement sur le sable, faire une sieste peut-être? Allez peut-être vous baigner, aller vers l'eau? Ou essayez-vous de trouver une façon de quitter la plage puis juste partir? Pour certains d'entre nous, ça pourrait être difficile d'imaginer une situation si on n'a jamais été à la plage, c'est sûr. Mais pour certains d'autres, cet exercice-là peut être relaxant pour nous parce qu'on se rappelle qu'on aime ça aller à la plage, puis ces sensations-là, on aime bien. Pour d'autres, ça peut être stressant ou même accablant. Donc, ça pourrait être notre sentiment là, que oh, c'est trop, il y a trop de choses qui se passent, puis ça ne nous fait pas du bien, dans le fond. N'importe quel sentiment qu'on a, ben, moi, ce que je voulais faire ce soir, hein, c'est de vous faire penser à toutes ces expériences-là possibles et ces informations sensorielles-là qui nous arrivent quand on est sur une plage. Puis comment ça se passe dans notre environnement, puis comment ça affecte nos sentiments.
Comment ça affecte nos sentiments? Mais ça va affecter aussi notre réaction. Donc, est-ce qu'on relaxe sur la plage ou est-ce qu'on veut partir parce que ça nous démange et on n'aime pas ça? Aussi, ça nous fait penser que chaque personne, parce que n'importe combien de personnes qu'on est ici ce soir, probablement qu'il y a le même nombre d'expériences que le nombre de personnes. Il y en a qui vont trouver ça calme, relaxant, puis il y en a d'autres qui vont être agités ou il y en a d'autres qui, au contraire, ils vont tomber endormis parce que ça les relaxe tellement. Certaines personnes pourraient trouver un environnement comme ça excitant, tandis que d'autres ils pourraient se sentir plutôt dépassés par toutes ces informations-là. Donc, quand on fait attention à notre environnement, à nos sens puis à nos sentiments, mais ça peut nous aider à voir comment les autres personnes peuvent se sentir aussi par rapport à ça. Donc là, je vais vous mettre dans une autre situation. Oh, cette fois-ci, le parc d'attractions. On passe de la plage au parc d'attractions. Scénario numéro 2. C'est très animé, c'est le soir, il y a des lumières, il y a des mouvements, il y a des personnes. Donc, on voit ce qu'on voit, c'est ça. On voit des sons, il y a des moteurs, il y a des manèges, il y a de la musique, il y a peut-être des enfants qui crient. Ou si c'est comme ma fille, par exemple, elle, si elle est dans une montagne russe, oubliez ça, hein, elle crie, elle crie, elle crie, elle ne peut pas s'en empêcher. Est-ce qu'il y a aussi des jeux qu'on entend, des sifflets, des choses comme ça? D'un autre côté, c'est quoi les odeurs qu'on pourrait sentir? Est-ce qu'on sent les gâteaux ou les frites ou les pogos, par exemple? Puis par rapport au goûter, peut-être qu'on vient de manger une barbe à papa ou quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on touche? Qu'est-ce qu'on ressent? Qu'on ressent d'autres personnes qui nous touchent quand on attend, quand on fait la file? Est-ce qu'il y a des sensations corporelles aussi? Si je suis dans la grande roue, est-ce que je sens le mouvement, ma position de mon corps? Quand vous êtes dans cette pensée-là, là, vous êtes mis dans cette mise à situation-là, comment est-ce que vous vous sentez au niveau de vos émotions? Est-ce que vous êtes excité? Est-ce que vous avez peur? Peut-être inquiet? Ou est-ce que vous êtes heureux et amusé? Comment est-ce que vous vous comporteriez? Est-ce que vous courrez partout pour essayer d'aller de faire toutes les différents manèges, comme mon mari, par exemple, qui ferait ça? Ou plutôt, est-ce que vous voudriez plutôt trouver un endroit tranquille parce qu'il y a beaucoup trop d'informations? Ben, dans le fond, ce qu'on ressent va être différent selon chaque personne, comme j'ai mentionné tantôt. Vous avez peut-être déjà trouvé des stratégies pour vous qui fonctionnent, pour vous aider à rester calme puis vous réguler vos émotions, même quand c'est un environnement là, qui n'est pas idéal pour vos besoins sensoriels. Vous êtes peut-être déjà capable de rester à l'écoute de votre environnement puis votre corps. Ou peut-être que vous êtes déjà en train de faire ça aussi pour votre enfant. Mais ce que je voulais que vous sentiez, c'est que d'être à l'affût de ça pour vous-même et pour de constater dans l'environnement ce qui se passe, peut vous aider à proposer des outils et des stratégies pour gérer ces situations-là là, avec votre enfant. Bon, OK. Pourquoi le développement sensoriel est-il important? Donc, on vient de parler de plusieurs sens. On va parler pourquoi c'est important. Dans le fond, dès la naissance ou même avant la naissance, les sens et l'intégration des informations des sens est essentielle à chaque étape du développement, surtout dans le développement là, de la petite enfance, chez le tout petit, parce que le cerveau se développe là, à un rythme très rapide à cet âge-là. Les sens contribuent à l'apprentissage par la vue, l'odorat, le toucher, le goût, les sons, la conscience du corps, puis aussi la conscience on appelle gravitationnelle, donc ma conscience de mon corps par rapport à la Terre. Donc ça, ce sont tous là, des sens qui vont affecter, qui peuvent affecter ma communication, qui peuvent affecter comment je me comporte, qui peuvent affecter comment mon corps se développe physiquement aussi, mon développement moteur. Donc, ça peut avoir un impact à tous ces niveaux-là au niveau du développement.
Mais c'est quoi les sens? Bien, il y en a 5 dans le fond qu'on appelle les sens les plus communs. Donc, on reçoit puis on perçoit des informations sensorielles par rapport à ces sens-là. Donc, on a la vue, l'odorat, le goût, l'ouïe et le toucher, comment on ressent le toucher. On a aussi d'autres sens qui sont reliés à le mouvement et la position de notre corps. Donc, on a le sens qu'on dit vestibulaire. Donc, le vestibulaire, lui, c'est le mouvement et l'équilibre. Donc, où est-ce que quand je bouge, puis ma tête, elle bouge dans l'espace. Puis, ensuite de ça, on a le sens qu'on dit proprioceptif, qui est la position de mon corps et le contrôle de mes muscles. Donc, c'est où est-ce qu'ils sont, là, dans le fond, la conscience de mes articulations là, dans l'espace. Puis, le dernier, c'est l'interoception. Donc, l'interoception, c'est la perception à l'intérieur de nous. Donc, comment est-ce que je prends les informations de mes organes internes, comme le rythme de mon cœur, ma respiration, est-ce que j'ai faim ou je suis plein, et aussi les activités de mon système nerveux qui sont liées aux émotions. Donc, toutes les sensations que je reçois qui sont liées à mes émotions. On ne va pas parler trop de l'interoception, mais on va y revenir là, dans nos prochaines séances. Donc, qu'est-ce que c'est l'intégration sensorielle? Là, on vient de parler des sens. L'intégration sensorielle, dans le fond, c'est, des fois, on va entendre, vous allez peut-être entendre là, intégration sensorielle ou traitement sensoriel. Sont utilisés là, de manière interchangeable, ces deux termes-là, ça veut dire la même chose. L'intégration sensorielle, c'est la capacité d'une personne à organiser, intégrer et traiter les informations sensorielles qui viennent de l'intérieur du corps et de l'environnement de l'extérieur pour faire des réponses intentionnelles orientées vers un but. Donc, par exemple, je reçois une information de mon corps et ça me permet de réagir d'une certaine façon pour faire une action. Les entrées, ils viennent de différents organes sensoriels, puis ils sont traités dans différentes zones de notre cerveau. Ces informations-là sont partagées entre des zones et, par exemple, le lobe temporal, on sait qu'il est responsable pour les odeurs et les sons. Les sens, ensuite, ils vont interagir constamment avec l'environnement pour savoir où est-ce que je suis, qu'est-ce que je suis en train de faire, qu'est-ce que je veux faire, puis comment est-ce que je vais réagir là, à ces informations-là qui m'arrivent. Donc, ça, c'est l'intégration sensorielle. Donc, pour beaucoup d'entre nous, là, on est capable d'absorber facilement plusieurs informations par notre corps, puis de les traiter dans notre cerveau, puis ensuite, on va créer une réponse ou une sortie. Hein? Il y a quelque chose qu'on va faire qui va être approprié ou productif. La plupart du temps, notre système nerveux il est capable de réguler notre activité, puis de générer ces réponses appropriées-là aux stimuli sensoriels, plutôt que de réagir là, de manière qu'on peut dire excessive ou différente ou pas assez réagir à certains stimuli. De façon générale, je dis. On va regarder ce qui se passe vraiment par la suite. Ces informations-là sont transmises par nos nerfs de notre corps jusqu'à notre cerveau. Donc, on a une entrée, hein, où est-ce que toutes ces informations-là vont rentrer par différents récepteurs, hein, que ce soit les récepteurs au niveau des yeux, de la peau, hein, quand j'ai mentionné tous les sens. Donc, ça c'est ce qu'on appelle l'entrée. Elles vont être interprétées dans notre cerveau, dans la section traitement. Notre cerveau, lui, il va dire, OK, voici ce qui se passe. Et là, notre corps ou notre cerveau va envoyer à notre corps une sortie ou une réponse. Donc, j'ai des entrées, j'ai du traitement qui se passe et j'ai un comportement ou une sortie qui va venir. Par exemple, si je pense au parc d'attractions, on peut penser aux stimuli qui nous arrivent à différents endroits sur notre corps, puis la réaction qu'on va avoir, ça va être soit une réaction « Hey, j'aime ça, j'en veux d'autres »
ou ça va être une réaction, oups, attends une minute, là, il y a un petit peu trop, j'ai besoin d'une pause, on va aller à un endroit un petit peu plus calme. Par rapport à un trouble sensoriel. Donc, qu'est-ce qui se passe quand ça ne fonctionne pas ou que ça ne fonctionne pas comme on s'attendrait? Donc, un dysfonctionnement de l'intégration sensorielle va se produire quand il y a un problème au niveau des informations reçues par les sens. Et ça, c'est Dr. Jean Ayers, dans les années 70, là, qui a commencé ces travaux-là et a nommé ce terme-là là, de dysfonction sensorielle ou de traitement sensoriel. Elle travaillait avec des enfants qui avaient des difficultés d'apprentissage, puis elle remarquait qu'il y a des enfants qui présentaient des difficultés où est-ce que, soit de la perception ou sensorielle ou motrice, qui faisaient en sorte qu'il y avait de la difficulté dans leur vie quotidienne, à la maison, à l'école, pendant le jeu. Il y en a qui démontraient une réaction hyper ou hypo. Donc, puis c'est là qu'on a commencé à parler là, maintenant, plus récemment, de troubles du traitement sensoriel. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que notre cerveau a du mal à comprendre, puis à traiter, donc à interpréter les entrées qui viennent de nos sens. Il y a d'autres gens qui vont appeler ça là, comme de l'embrouillage neurologique. Là. Ça fait que la sortie ou la réponse elle peut être inattendue. Donc, et c'est ce que parfois on va appeler une difficulté de comportement ou un comportement, un mauvais comportement. Là, je le dis avec des mots comme ça, des guillemets, parce que ce n'est pas nécessairement un mauvais comportement, mais c'est plutôt un comportement inattendu par rapport à ce que la majorité de nous, on s'attendrait. Maintenant, le trouble du traitement sensoriel, ça a été remplacé là, par le dysfonctionnement. On parle que c'est vraiment une difficulté au niveau neurologique. Donc, il y a des gens qui peuvent avoir un trouble du traitement sensoriel, mais qui n'ont pas nécessairement l'autisme, mais il y a des gens qui ont des troubles. Le trouble du traitement sensoriel est majoritairement présent chez les personnes autistes. Donc, ça, c'est une petite distinction. Là. Donc, c'est possible d'avoir des difficultés de traitement sensoriel juste par soi-même aussi. On va parler un petit peu d'habituation maintenant. Donc, l'habituation, c'est avec le temps, mon cerveau, il peut s'habituer à des entrées sensorielles répétées. Donc, par exemple, si je vais prendre un exemple, là, si je suis dans le train et que je peux graduellement m'habituer au bruit, au son, au mouvement du train, puis je vais pouvoir réguler mon comportement, puis ça va être OK. Par contre, si j'ai un défi au niveau du traitement sensoriel, ça se peut que j'ai des difficultés avec l'habituation. Donc, ça veut dire que mon corps, il ne s'habitue pas à ces informations-là et mon comportement ne peut pas changer. J'ai de la difficulté à réguler mon comportement. Par exemple, si j'ai quelqu'un qui porte un jeans, puis que j'ai des difficultés de traitement sensoriel au niveau de, par exemple, le toucher, ça se peut qu'il y ait des difficultés d'habituation qui ne sont pas normales, puis qui fait qu'il ne s'habituera jamais à porter des jeans. Hein? Donc là, on peut plutôt porter le pantalon de jogging hein, à ce moment-là. Donc, on va pouvoir voir chez les personnes qui ont un trouble qui vont avoir des difficultés à s'habituer à ces différents stimuli-là, puis ils vont avoir des difficultés sensorielles à cause de ça. Les différences sensorielles, ils sont incluses, comme j'ai mentionné tantôt, dans les critères diagnostiques de TSA. Donc, l'édition la plus récente du manuel statistique et diagnostique des troubles mentaux, le DSM-5, lui a intégré ce qu'on appelle l'hyper ou l'hyporéactivité aux entrées sensorielles ou les intérêts inhabituels pour certains aspects de l'environnement, comme un symptôme possible d'un TSA, dans la catégorie des comportements restreints et répétitifs. Donc, les autistes présentent souvent
des différences de traitement sensoriel. Les personnes atteintes de troubles de traitement sensoriel, comme j'ai dit tantôt, ne sont pas nécessairement autistes, par exemple. Les différences sensorielles ont été notées là, à travers les âges, à travers la durée de vie, que ce soit un enfant, un adulte autiste, on entend beaucoup parler des difficultés sensorielles. Bon, on va passer à la prochaine. OK. Le développement sensoriel et l'autisme. Il y a des recherches qui sont menées en ce moment pour essayer de mieux comprendre comment les différences sensorielles sont liées à différentes structures de notre cerveau puis différentes connexions. Comme je mentionnais tantôt, par exemple, il y a certains sens qui sont plutôt traités dans certaines régions du cerveau. Puis pourquoi est-ce qu'on veut savoir ça? On veut pouvoir penser une défense tactile. Donc, par exemple, si j'ai des difficultés de sensibilité excessive au toucher. Là. Donc, si, par exemple, des vêtements, des étiquettes, des coutures, des choses comme ça me dérangent, on se demande, c'est où dans notre cerveau que ça, c'est traiter ces informations-là pour mieux comprendre comment ça se développe chez l'enfant et surtout chez l'enfant autiste. Une des choses que parfois on va se demander, est-ce que ça peut être causé par l'environnement, les difficultés sensorielles? Il n'y a pas de preuves qui disent qu'un mode de vie ou un environnement spécifique va causer des difficultés de traitement sensoriel, mais ce qu'on sait que il y a des différences dans la façon dont les enfants sont pris en charge, puis des différences, par exemple, de ce qu'on s'attendait des enfants avant, puis ce qu'on s'attend d'eux maintenant. On peut penser qu'il y a certains facteurs dans l'environnement qui pourraient affecter le développement du cerveau puis le traitement sensoriel, par exemple. Par exemple, si j'explore au niveau sensoriel, si j'ai la chance d'explorer des aires de jeu, des choses comme ça, ou je fais du travail de bureau assis, donc si je suis assis à une table puis je fais du travail crayon, papier, on peut penser qu'au niveau de ma vue, au niveau de mon odorat, de mon toucher, de mon goût et de ma position de mon corps, que je ne vais pas avoir les mêmes informations qui vont entrer. Donc, la même chose, est-ce que je joue plus à l'intérieur ou à l'extérieur? Donc, je n'ai pas les mêmes sensations si je joue à l'intérieur ou si je joue à l'extérieur. Puis, la même chose, si je suis exposée à beaucoup de technologies ou moins de technologies, je n'ai pas les mêmes expériences sensorielles. Mais est-ce que ça veut dire que ça peut causer des difficultés de traitement sensoriel? On n'a pas assez d'informations là-dessus. Donc, par contre, est-ce que être lié et être exposé à plusieurs différentes expériences sensorielles pourrait être bonne pour un enfant? Bien, ça va dépendre si l'enfant démontre des difficultés et comment est-ce qu'on peut justement mettre des stratégies en place là, pour que ça soit le plus aidant possible, puis pour cet enfant-là, s'il y a des difficultés de traitement. C'est quoi des signes de défi sensoriel? Donc, on va en parler. À quoi ça ressemble un enfant qui a des difficultés de traitement sensoriel? Tu sais, ça, on va se rappeler là, de mon petit graphique de l'entrée, le traitement avec le cerveau et la sortie. Bon, on va regarder c'est quoi des types de sorties parce que souvent, on n'a pas beaucoup d'informations sur l'entrée. Je ne sais pas, moi, comment ça se passe tous les sens. Puis des fois, je pourrais même pas savoir que quelqu'un a une difficulté avec un stimuli ou une sensation qui arrive tant que je n'ai pas vu la sortie ou le comportement arriver. Donc, c'est quoi les signes de défi sensoriel? Excusez-moi, je vois que c'est assez petit. Ça va être petit la prochaine diapo. Je vous avertis d'avance, mais je vais vous en dire quelques-unes. Et on vous a aussi mis le lien si vous voulez aller voir là, le dessin. Donc, un enfant qui a des difficultés de traitement sensoriel, qu'est-ce qu'on pourrait voir? Si on se rappelle de ce modèle-là, il y a des sorties ici que vous pourriez voir. J'aime pas ça qu'on me lave, qu'on me brosse ou qu'on coupe mes cheveux, par exemple.
je pleure ou je crie ou je vais essayer de me sauver. Donc, ça, c'est un exemple de sortie. Donc, mais on ne sait pas nécessairement où est-ce que ça se situe au niveau des informations sensorielles. Quelle information sensorielle fait que je crie et je pleure? Ça pourrait être l'eau, ça pourrait être la sensation du toucher des cheveux par quelqu'un d'autre, ça pourrait être l'odeur du shampoing. Donc, vous pouvez voir hein, comment ça pourrait être difficile pour nous de déterminer ça, mais on voit une sortie qui est « Ouh, j'évite, je ne veux absolument pas me faire laver, couper ou couper les cheveux, là, rien de ça. Là. C'est difficile. » Un autre exemple, je pleure et je cache mes yeux, je mets mes mains sur mes yeux quand il y a du soleil ou des lumières. Et là, c'est peut-être un petit peu plus facile à savoir que c'est probablement au niveau de la vue, donc des informations sensorielles au niveau des yeux. Ça pourrait être, je suis un mangeur difficile. Hein, j'aime pas beaucoup de textures différentes. Donc, si on a un enfant avec des difficultés au moment du repas, hein, ou qu'il y a des comportements défis, ça pourrait être un signe qu'il y a des choses au niveau de la nourriture qui est problématique. Ça pourrait être les textures, ça pourrait être le goût de certains aliments. Il y a plusieurs facteurs qui pourraient entrer en ligne de compte. Je suis sensible au son fort, ça pourrait être d'autres choses. Je mets tout dans ma bouche. Ah! Là, c'est pas juste que je suis sensible, mais ça peut être que je cherche certaines informations sensorielles. Ça, on va en parler plus là, à une autre séance, mais vous allez rester avec nous, là, on va en parler de ça. J'ai des difficultés de motricité fine. Ah, qu'est-ce qui pourrait causer ça? J'ai des difficultés à m'habiller tout seul. J'ai la difficulté à tolérer, à porter des bas, des chaussettes. Donc, ça, ce sont tous des différents comportements qui pourraient nous laisser croire que l'enfant a des défis sensoriels. OK. Donc, si on pense à ce qu'on a vu tantôt, si on a parlé de nos exercices de pleine conscience qu'on a fait au début de notre présentation, pouvez-vous vous imaginer l'environnement sensoriel qui vous entoure en ce moment? Donc, où est-ce que vous êtes en ce moment? C'est quoi les images que vous voyez? C'est peut-être le petit monsieur sur l'écran en train de regarder son ordi. C'est quoi les sons que vous entendez? Est-ce qu'il y a des goûts que vous pouvez ressentir? Pouvez-vous vous concentrer sur les sensations de votre corps maintenant? Est-ce que vous êtes assis? Vous êtes debout? Est-ce que vous avez des stratégies pour rester concentré puis attentif? Que vous buvez de l'eau, du café, peut-être que vous mangez de la gomme. Est-ce que vous êtes peut-être en train de manger une collation? Est-ce que vous jouez avec votre crayon, par exemple, ou vos cheveux? Est-ce que vous êtes à l'aise? Là, je vais penser à porter attention à propos de vos propres besoins sensoriels pour être attentif là, aux besoins sensoriels des autres. Le plus vous portez attention à vos propres besoins sensoriels, le plus que vous allez pouvoir être attentif aux besoins sensoriels des autres, donc par exemple votre enfant. Notre prochaine série de webinaires, on va parler de certains styles ou profils sensoriels, donc des profils sensoriels courants que vous pourriez observer chez votre enfant, vous-même ou d'autres personnes. Donc, je vais vous inviter je vais vous mettre par la suite, là, je vais vous mettre les dates. Donc, je vous invite à nous joindre pour ceux-là. Et aussi, on va parler de stratégies pour faire face à ces différences-là ou ces difficultés sensorielles-là. Bien sûr, j'aimerais bien ça vous voir à la séance numéro 2 le 9 mars. Oh, on a mis le 19 par accident. Désolée. Ça va être le 9 mars
de 19h à 20h. Puis ensuite, le 23 mars, de 19h à 20h aussi pour la séance numéro 3. Et je vous invite encore à poser vos questions dans la boîte de questions-réponses pour que je puisse, là, dans les prochaines minutes qui suivent, y répondre avec plaisir. Donc, j'espère que vous avez trouvé la séance de ce soir informative et j'ai bien hâte là, de jaser avec vous pour vos questions à tout de suite. Merci beaucoup et bonne soirée. Bonsoir, merci beaucoup d'avoir visionné notre webinaire ce soir sur l'exploration des sens. Puis ce soir, c'était notre première séance sur l'introduction au système sensoriel. Je suis vraiment contente que vous soyez ici. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va répondre à vos questions. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, allez-y et ajoutez-les dans la boîte questions-réponses. Moi, je vais la regarder, puis ensuite, je vais y répondre. Donc, vous avez encore le temps d'en mettre. J'ai quelques questions auxquelles je vais répondre maintenant. Donc, mais n'hésitez pas, s'il vous plaît, à ajouter une question dans la boîte questions-réponses. Donc, la première question qui m'a été posée, c'est Véronique, est-ce que c'est possible d'être hypersensible et hyposensible en même temps? Donc, parce que tu sais, on a parlé d'hypersensibilité puis d'hyposensibilité. Donc, la réponse, bien, on va en parler beaucoup plus à notre prochain webinaire sur la séance numéro 2. On va en parler de ça beaucoup plus en détail. Mais grosso modo, la réponse, c'est oui. Donc, c'est possible de répondre, d'être hypersensible d'un certain sens. Par exemple, on pourrait être hypersensible au niveau du goûter. Et on pourrait être hyposensible au niveau du toucher. Ça serait possible, ça. D'un autre côté, on pourrait aussi être hypersensible à travers des stimulations du même sens. Donc, par exemple, au niveau des sons, au niveau de l'ouïe, je pourrais être très sensible à certaines fréquences et je pourrais être moins sensible, donc hyposensible, à d'autres fréquences. Et ça, des fois, vous pouvez voir ça avec certains enfants ou certaines personnes qui vont se couvrir les oreilles là, quand il y a quelque chose qui les agresse. Ils vont se couvrir les oreilles pour un son que pour nous, il n'est peut-être pas, il ne nous semble pas si fort que ça. Mais d'un autre côté, ils peuvent adorer écouter très fort une émission de télé, par exemple, ou une vidéo, ou quelque chose comme ça. Donc, ça, c'est pour donner cet exemple-là entre les deux. J'espère que ça répond à votre question. Donc, la prochaine question que j'ai, c'est est-ce qu'un enfant peut, dans le fond, est-ce que ces difficultés sensorielles-là qu'on voit chez notre enfant, est-ce qu'elles peuvent se résorber avec l'âge? Donc, est-ce que ça s'atténue avec l'âge, les difficultés sensorielles? Donc, dans le fond, ce qu'on sait, c'est que habituellement, non. La difficulté de traitement sensoriel, elle ne s'en va pas. Ça ne se guérit pas. Par contre, à mesure que l'enfant grandit, devient un ado, devient un adulte, il peut mettre en place, il peut apprendre des stratégies pour gérer ses réactions, puis aussi sa famille, puis lui-même peut aussi apprendre à gérer l'environnement pour atténuer les réponses. Donc, quand on a parlé de sortie ce soir, donc atténuer le comportement qui pourrait nous sembler excessif là, par rapport à la réponse sensorielle. Donc, notre rôle, c'est d'aider la personne, aider l'enfant ou l'ado ou l'adulte à développer des stratégies qui sont sécuritaires et qui leur permettent de participer dans leur vie quotidienne. Donc, ça, c'est ça notre but dans le fond. Hein? Donc, ce n'est pas nécessairement d'enlever les sensibilités, mais d'aider la personne quand même à pouvoir fonctionner dans sa vie quotidienne. OK, j'ai une autre question. Merci. OK.
Ouais, donc une question, c'est sensibilité. Donc, justement, on va parler de son. Une sensibilité au son, mais refuse de porter des coquilles ou d'avoir des écouteurs. Donc, ça peut, ça peut être une autre difficulté sensorielle qui pourrait expliquer pourquoi c'est difficile de porter des coquilles ou des écouteurs. Donc, est-ce qu'il y a une sensibilité là au niveau soit de la pression sur les oreilles ou d'avoir les oreilles couvertes ou d'avoir quelque chose dans l'oreille. Donc, c'est quand même assez fréquent. Donc, ça serait de regarder est-ce qu'il y a une sensibilité au niveau des oreilles, puis voir, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut travailler là-dessus? Ou est-ce qu'il y a d'autres façons qu'on peut aider, soit en modifiant certaines choses là, dans son environnement pour pouvoir l'aider à tolérer là, les sons, des choses comme ça. Je vous invite à participer à notre 3e séance. On va parler de stratégie. On en parle déjà dans 2 semaines, mais après ça, on va commencer à parler plus de stratégie aussi. Donc, je vous invite à nous joindre à ce moment-là. J'espère que ça répond un peu à pourquoi ça pourrait se passer. Ça peut être une autre difficulté de traitement sensoriel qui vient empêcher ça. On va juste attendre une petite seconde, juste pour voir si on aurait d'autres questions. Donc, je pense que ça va être bon. Bon, merci énormément de nous avoir rejoints ce soir. Et encore une fois, je vous invite à nous joindre là, pour nos prochaines séances qu'on va avoir dans 2 semaines, le 9 mars et aussi le 23 mars. Puis on va poursuivre notre discussion sur les systèmes sensoriels, puis comment on peut aider les personnes dans nos vies qui ont des difficultés de traitement sensoriel. Donc, je vous souhaite une bonne soirée, puis à bientôt. Merci beaucoup.